Bon, ben, je te laisse la parole. Il y en a dans, tu sais qu'il y en a dans 3 salles, hein, mais voilà. Chers amis, voilà, je suis très heureuse. Chut, reprenez place. Je suis très, très heureuse que Michael Fouessel nous fasse l'amitié de venir aujourd'hui. Ça fait, je crois, 2 ans que tu n'es pas intervenu au Mardi de la Philo. Tu te déplaces beaucoup, tu es toujours très actif et tu viens de publier ce petit livre, Quartier rouge, le plaisir et la gauche. Et je suis sûre que c'est un petit livre qui peut vous intéresser. Voilà, donc je te laisse en parler. Le libraire est installé à la bibliothèque, donc vous pouvez vous procurer le livre à la bibliothèque. Mickaël le dédicacera ici, puis nous ouvrirons le buffet. Voilà, merci. Merci Mickaël d'être là. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis ravi de reconnaître certains visages après ces 2 années de parenthèses éprouvantes. Alors, on m'a demandé très rapidement de présenter le livre. D'autre part, c'est un livre qui, vous allez le voir, parle de plaisir. Et l'une des dimensions du plaisir, c'est la gastronomie. Donc, je m'en voudrais de vous retenir trop longtemps par rapport au buffet qui vous attend. Alors, je vais dire simplement quelques mots, d'abord pour expliquer pourquoi je l'ai écrit, et ensuite pour donner des éléments qui sont philosophiques, puisqu'il s'agit des mardis de la philo, pour expliquer ou pour éclairer cette notion de plaisir, et en particulier ce qui lui donne, à mes yeux, une dimension politique qui pourrait sembler inattendue. Alors d'abord, le contexte dans lequel je l'ai écrit, le sous-titre du livre, c'est le plaisir et la gauche, ce qui, dans le contexte idéologique actuel, n'est pas la garantie de vente considérable, puisque peu de gens se reconnaissent dans le titre, et ceux qui s'y reconnaissent admettent de moins en moins souvent le mot gauche. Alors cela dit, si j'ai tenu à l'écrire, ou à écrire sur ce thème, entre autres, hein, le livre ne parle pas que de la gauche, il parle d'abord du plaisir et de la politique, mais c'est parce que il m'a semblé que depuis quelques années, pour de bonnes et pour de mauvaises raisons, il y avait une sorte de séparation entre ce que je considère être, à tort ou à raison, plutôt des espérances d'émancipation, d'égalité, de partage, et puis cette notion de plaisir. Pour le dire rapidement, de plus en plus de gens autour de moi qui auraient été socialement ou culturellement plutôt amenés, il y a une trentaine d'années, à s'inscrire, à s'engager, ou du moins à voter à gauche, me disaient en substance, j'ai déjà assez de problèmes dans la vie, je ne veux pas en plus être de gauche, sous-entendu, je ne vais pas en plus m'ajouter des contraintes morales, des obligations, le sentiment d'une culpabilité à l'égard de la vie, de l'alimentation, j'y reviendrai, pourquoi pas aussi d'ailleurs de la sexualité. Alors je me suis interrogé pour savoir comment se fait-il qu'il y avait, comment expliquer plutôt, cette forme de divorce entre égalité, hein, j'appellerai gauche ici toutes les positions qui promeuvent l'égalité, le partage, ce qui ne veut pas dire que la droite y soit étrangère, mais enfin, elle est plutôt du côté, disons, de la liberté, de la concurrence. Donc ce divorce entre l'égalité et le plaisir, ou cette idée donc qu'un plaisir était toujours diminué lorsqu'il était partagé et qu'il était beaucoup plus augmenté lorsqu'il était approprié de manière privée ou individuelle. Alors, de fil en aiguille, je donne un certain nombre d'explications qui finissent au fond par tenter d'expliquer pourquoi nous avons rompu en grande partie avec le message ou l'héritage de 68, hein, l'une des dimensions fondamentales, ou plutôt l'un des slogans de 68 qui m'intéresse le plus, que je trouve le plus signifiant. C'est pas tellement jouir sans entrave, parce qu'on comprend bien pourquoi aujourd'hui, à l'heure de la catastrophe climatique, on ne peut plus jouir de la nature ou de la consommation des biens naturels comme on pouvait l'espérer le faire encore dans les années 68. L'un des slogans qui m'intéresse le plus ou que je trouve le plus révélateur, puisqu'en même temps il est drôle, or le plaisir suppose aussi une forme d'humour, c'est « plus je fais l'amour, plus j'ai envie de faire la révolution ». Et plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire l'amour. Alors, il y avait cette idée encore très présente que le plaisir était forcément quelque chose qui s'augmentait en se partageant. Alors, c'est surtout sur ce point que je voudrais consacrer le temps qui me reste. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment regardé, mais il n'en reste pas énormément. Mais pour essayer de voir un peu en quoi le plaisir peut-il être considéré comme, malgré tout, encore aujourd'hui, après tant de désillusions, après tant de promesses non tenues, après tant aussi de drames politiques, peut-il, et aussi devant tant de catastrophes qui sont réelles ou que l'on nous annonce comme imminentes, le plaisir peut-il continuer à avoir une dimension subversive?
Alors, je dirais que, et je m'excuse de la rapidité de cette distinction, le plaisir, il y en a deux grands genres, deux grands types de plaisir. L'un qui constitue certainement la grande majorité, peut-être d'ailleurs l'extraordinaire majorité de nos plaisirs, c'est ce que j'appellerais les plaisirs satisfaction. Les plaisirs satisfaction sont des plaisirs qui sont précédés par un désir. Ça veut dire, j'ai une image, j'ai une représentation de ce qui me fait du bien. Et on peut ici prendre les 3 ou 4 grandes dimensions du plaisir que sont la nourriture, l'alimentation, l'érotisme, la fête et l'art. Alors j'ai une idée, j'ai une représentation, donc je sais déjà ce qui va porter mon corps à une certaine forme de jouissance. Tel type de plat, tel type de corps, tel type de paysage ou tel type d'œuvre d'art, tel type de rencontre festive. Et mon plaisir est jugé à l'aune du désir qui le précède. Autrement dit, si le plat que je commande correspond plus ou moins à l'image ou à l'idée que j'avais de ce que j'aime manger, eh bien j'en serais satisfait. Sinon, je serais évidemment dans un état de frustration. Alors, ces plaisirs, ça vaut pour le corps, ça vaut pour les paysages, vous savez, c'est cette idée que finalement, j'aime un certain type de lieu, j'aime un certain type de corps, et je ne vais, ou je ne me porte, ou je ne me situe, ou je ne me dirige que vers ce type de lieu, de corps, de paysage ou d'œuvre d'art. Ces plaisirs, satisfaction, font l'essentiel de nos plaisirs quotidiens. Et je dirais que ceux-là ne sont pas politiquement absolument intéressants. D'abord, en général, les gens satisfaits ne sont pas tellement intéressants, politiquement ou pas, tout simplement parce qu'ils ne demandent rien de plus au réel que ce qu'ils ont déjà. Cela étant, une des tendances de la gauche morale, moralisatrice, consiste justement à juger ces plaisirs négativement parce qu'ils sont les plaisirs de gens satisfaits, de gens qui ne veulent pas aller au-delà de leurs désirs, qui veulent simplement voir leurs désirs confirmés. Alors, il me semble, et j'explique dans le livre pourquoi, il me semble que c'est une erreur de les condamner. Il suffirait de considérer qu'ils sont neutres du point de vue politique ou même du point de vue éthique, et neutre ne voulant pas dire ici forcément négatif. Alors, il y a, et c'est le point sur lequel le livre insiste le plus, des types de plaisir, des formes de plaisir, certainement les plus agréables, parce que les moins prévisibles, parce que les plus inespérés, que j'appellerais non pas des plaisirs satisfaction ou des plaisirs confirmation. Je suis confirmé dans le fait d'aimer le quinoa ou plutôt la côte de bœuf, puisque vous savez que ça a été un des grands débats de la campagne politique, la campagne électorale récemment. Là, la question n'est pas de savoir si je suis satisfait, mais ce sont des plaisirs que j'appellerais des plaisirs événements, c'est-à-dire des plaisirs qui ne sont pas précédés par un désir. Autrement dit, des plaisirs, des formes de jubilation, des formes de plénitude du corps et de l'âme, bon, je ne rentre pas ici dans des catégories métaphysiques, des formes de plénitude, disons, que je n'imaginais pas avant de les vivre. Autrement dit, je ne pouvais pas les désirer. Donc, je n'avais même pas l'idée qu'elles puissent advenir. Alors, prenons tout de suite un exemple que j'analyse un peu longuement dans le livre et qui va montrer en quoi ces plaisirs événements, ces plaisirs miracles même, ces plaisirs inespérés sont de nature subversive politiquement. Eh bien, peut-être certains d'entre vous ont lu le très beau texte de Simone Veil, la philosophe, au moment des grèves de 1936, ou plus exactement des occupations d'usines de 1936, auxquelles elle a participé, Simone Veil donc, et ces occupations d'usines ont eu lieu au moment où le Front populaire a gagné les élections, mais avant même que Léon Blum n'arrive au pouvoir. Autrement dit, il y a eu 2 mois, le mois de mai et le mois de juin 1936, qui ont été, sans que personne ne donne de mot d'ordre, sans que personne, aucun dirigeant politique, aucun dirigeant syndicaliste ne le demande, d'ailleurs ça n'arrangeait pas le futur gouvernement, ont été caractérisés par non seulement une grève générale, la plus grande que la France a connue dans son histoire jusqu'à 1968, mais aussi des occupations d'usines que décrit justement Simone Veil dans un texte qui est consacré à ce qu'elle appelle la joie pure des ouvrières, puisqu'elle travaillait, elle, à ce moment-là, dans un atelier métallo de femmes. Pourquoi joie pure? Pure, justement, elle fait une référence à Platon, Platon disait plaisir pur. Un plaisir est pur lorsqu'il n'est pas précédé par un désir. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'il n'était pas imaginable pour les ouvriers et les ouvrières, il n'était donc pas désirable en ce sens, puisqu'on ne pouvait même pas se le représenter, de faire de son lieu de travail
de son lieu de souffrance même, puisqu'il s'agissait à l'époque d'usines extrêmement mécanisées, extrêmement robotisées, enfin robotisées pas encore, mais mécanisées, qui réduisaient le corps des ouvriers et des ouvrières à de simples automatismes. Il ne leur apparaissait pas imaginable d'en faire un lieu de liesse, de plaisir, de chansons, éventuellement même d'érotisme, ça Simone Veil ne le dit pas, mais pourquoi pas, c'est-à-dire au fond de détourner le lieu de la souffrance en lieu de la joie. Or, c'est précisément ce qui est advenu pendant ces semaines d'occupation d'usines. Je renvoie au texte pour ceux que cela intéresse de Simone Veil. Elle explique très bien comment, précisément, on a mis, dit-elle, un peu de chair sur tout ce métal, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose que l'on n'oubliera jamais. Et qu'est-ce qu'on n'oubliera jamais? Qu'il n'y a pas de destin dans les lieux sociaux que nous habitons. Et c'est ce modèle-là que j'ai voulu dans ce livre exploiter, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait dans certains plaisirs, et que ceux-ci nous existent toujours, j'essaie d'en donner des exemples, ils n'ont pas disparu à la faveur du catastrophisme ambiant, il y a des plaisirs qui montrent que, et je vais m'arrêter là, nous avons plus d'un seul corps. Car au fond, les ouvriers de 36 et les ouvrières de 36, il en irait certainement de même des manifestants de 1968, il en irait même de ceux qui ont occupé les places récemment, à la fois à New York, dans les pays arabes, il en irait peut-être de même, et sans doute même de même, de certains gilets jaunes au début, quand ils ont occupé les ronds-points. Les ronds-points, c'est les lieux de la laideur architecturale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, quand on est un philosophe grand style, on dit ils ont constitué une agora. Bon, très bien, sinon on se contente de dire, mais c'est peut-être la même chose ici. Ils y ont fait des barbecues et des apéros. Mais précisément, ils ont politisé leur corps, ils ont eu la revendication et surtout l'expérience, toutes ces personnes, d'avoir plus d'un corps, c'est-à-dire de ne pas être réduit au corps du labeur, au corps du travail, pour les femmes, au corps de la maternité, etc. Avoir plus d'un corps, c'est-à-dire pouvoir expérimenter des plaisirs là où la société entière est plutôt portée à la tristesse, considérer que nous ne sommes pas condamnés à vivre simplement dans une sorte de fatalité du travail ou de certaines autres formes de souffrance, eh bien, c'est une expérience de plaisir et elle, même si elle est rare, elle est éminemment politique parce qu'elle n'inscrit pas simplement les revendications dans l'ordre de l'imaginaire, je cherche un autre monde, je désire un autre monde, elle l'inscrit dans le réel, il est d'ores et déjà possible ici de partager des plaisirs plutôt que de vouloir simplement se les accaparer. Autrement dit, ce n'est pas tellement vers l'idée qu'un autre monde est possible que ce livre sur le plaisir, et que d'ailleurs le plaisir en général nous achemine, mais dans l'expérience que d'autres mondes, d'autres usages du corps, d'autres rapports à la société sont réels, que ce genre de plénitude nous permet, ou ce genre de plénitude nous permet de nous convaincre. Voilà, je crois que j'ai à peu près tenu le temps qui m'était imparti. Je vous remercie, je vous souhaite donc un bon appétit, beaucoup de plaisir. J'espère qu'il y aura de l'inattendu dans le buffet, sinon du miracle. Merci beaucoup. Il y aura du quinoa et pas de côte de bœuf. Voilà. Si vous avez une question, on peut la prendre. Et sinon, Guillaume, notre libraire préféré, est à la bibliothèque si vous voulez vous procurer le livre. Il va rester un petit quart d'heure. Et puis le buffet, ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Voilà, à tout à l'heure. Merci infiniment, Mickaël.